Roty, je suis architecte à Orléans Centre. Et puis je travaille principalement sur l'ossature bois. J'ai eu la chance de travailler sur des maisons en paille pour des particuliers, sur des petits ERP en paille aussi. Et je travaille de plus en plus sur de l'existant, réaménagement, extension, etc. Et le projet que je vais vous présenter, c'est le projet qui est un petit peu... qui me tient à cœur parce que c'est ma maison également. Et je vais orienter sous deux aspects. J'ai mis quelques diapos. Donc, travailler sur le bâti existant, réduire notre impact, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Avant de construire, est-ce qu'on ne peut pas réhabiliter les bâtiments, faire avec quand on est sur un terrain? Enfin, j'aime beaucoup le dialogue avec l'existant. J'ai mis quelques possibilités de dialogue avec l'existant. Déjà, on peut accepter l'espace qu'on reçoit tel quel. J'ai beaucoup de clients qui, en me faisant venir chez eux, viennent d'acheter et puis pensent qu'il faut abattre toutes les cloisons et faire un loft dans une longère. Enfin, c'est une demande assez régulière. Et je leur propose de rester habiter 1 an, 2 ans et de voir vraiment s'il y a besoin de... Est-ce que c'est un vrai besoin? Je pense qu'en termes de frugalité, le fait d'accepter, c'est un travail qui est personnel, mais en termes d'impact, c'est énorme de se dire que le bâtiment existant, il pourrait très bien nous convenir avec quelques petites touches, quelques petites améliorations. On peut évidemment réaménager et dans l'ordre croissant avoir de plus en plus d'impact. Adapter, étendre, surélever ou construire juste à côté. On peut très bien habiter dans un bâtiment et puis avoir une petite extension dans laquelle on se rend ponctuellement pour certaines activités. Je travaille aussi beaucoup et très régulièrement sur des surfaces qui sont en dessous les 150 mètres carrés maintenant, où on doit obligatoirement faire appel à un architecte. Je travaille sur des petits espaces, des petits aménagements. Voilà, en termes d'impact, c'est aussi une façon de réduire l'impact de mon activité. Je suis dans le bâtiment, je sais que j'ai pas mal de responsabilités. Je trace un trait, ça va se traduire concrètement sur des gens qui vont venir prendre des matériaux, les poser à un endroit. Oui, j'ai mis un pull en illustration parce que le vrai meilleur isolant, c'est celui qui est au plus près de nous, et c'est clairement le pull. C'est une sorte de boutade, bien sûr. Mais on en parle, j'ai pris ça chez Philippe Biwix, qui pointe tout le problème qu'on a avec les métaux et leur raréfaction. Les facilités données par les petits espaces, je vois pas très bien, mais comme ça je vais... c'est un volume qui est plus simple à isoler. Ici, comme ça je vois bien ma présentation. Un volume plus simple à isoler, un volume plus simple à chauffer, c'est plus petit, et une facilité d'intervention pour le futur entretien. Je travaille aussi pour des collectivités territoriales, principalement pour l'entretien des parcs bâtimentaires, lorsqu'ils font les transferts de compétences entre les communes et les communautés de communes. Et je visite beaucoup de bâtiments, et je vois des bâtiments qui demandent un entretien terrible et qui sont neufs, et des bâtiments anciens qui demandent très peu d'entretien et qui sont largement amortis. Habiter dans des petits espaces, évidemment, il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter des espaces de vie complémentaires qui peuvent être non chauffés. Un jardin, une serre, un cabanon, un garage. Voilà la petite maison que je vais vous présenter. Donc c'est une maison à la base, ça c'est aujourd'hui, mais c'est une maison qui a été construite en 1936 en panneaux bois préfabriqués. Il y a 87 mètres carrés habitables et on a fait 165 000 € de travaux, partiellement en autoconstruction. La famille s'agrandit, donc on cherche comme beaucoup on est confronté à l'envie d'avoir un jardin, à l'envie d'avoir un peu plus d'espace pour voir grandir les enfants, et donc on souhaite aussi ne pas aller trop loin par rapport au centre-ville parce que j'y ai toutes mes habitudes, mes amis, mes clients, etc.
On a hésité à aller à Châteauneuf-sur-Loire parce que ça va être relié par le train-tram, donc avec une fréquence assez régulière en 2024. C'est oublié? On verra. On a hésité, on n'a pas retenu ce choix-là. Et puis il y a aussi le mouvement des villes en transition qui est extrêmement développé là-bas. Je m'y investis, donc ça m'aurait fait plaisir de rejoindre ce territoire. Finalement, on a trouvé à 5 minutes du centre-ville, dans un endroit très peu accessible, une toute petite maison. Très peu accessible parce qu'elle est dans une venelle. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des venelles, mais en fait, la parcelle est ici. La maison existante est là, et la voie d'accès fait au plus étroit 98 cm de large, ce qui contraint beaucoup pour le chantier. Il y a une première voie, là j'ai 120 mètres dans ce sens-là, et j'ai 80 mètres dans l'autre sens. Donc évidemment, c'est une grosse contrainte. On la voit ici, la venelle. Ce qui est intéressant on voit que c'est un petit espace, et ça va le rester, puisque finalement, la distance d'accès empêche l'extension. Les pompiers refusent, ils ne peuvent pas intervenir, donc ils refusent toute extension sur la parcelle. Et vous voyez toute cette zone-là en vert qui est délimitée, en fait, ce sont des espaces protégés qui sont des cœurs de jardin, donc c'est aussi une partie non constructible. Ce qui nous va très bien, puisque finalement on est en pleine nature. La rue la plus proche est ici, la maison existante est là, et le jardin est vraiment sans vis-à-vis. En pleine ville, c'est une chance assez incroyable. Jolie petite maison, plein de charme, de l'extérieur, mais en très 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 mauvais état, par un défaut d'entretien. Tout le bardage, c'est en amiante, donc évidemment un coût de désamiantage très important. C'est une petite maison qui est posée sur un espèce de demi-sous-sol, et je ne savais pas avant de visiter si c'était transformable, en partie habitable, parce qu'elle fait 48 mètres carrés d'emprise au sol, 43 mètres de surface habitable par niveau. Si je ne peux pas aménager le sous-sol, enfin le demi-sous-sol, c'est impossible d'y habiter. L'état intérieur, c'est assez terrifiant, une épaisseur de gras, voilà, ça c'est la cuisine. Les revêtements, pour la plupart, n'ont pas été remplacés, donc il reste de l'agglo brut très, très encrassé au niveau du sol. Les menuiseries ne ferment plus, enfin voilà, ça c'est la photo du grenier. Il y a 7 cm d'isolation en toiture et 2,5 en mur, ça je le découvrirai après. Non, c'est pas de l'amiante. L'amiante elle est vraiment que à l'extérieur de la maison, sur le bardage. Et le demi-sous-sol, donc je le découvre, bon, il fait 1,95 m sous plafond, ça reste trop bas pour être habitable. Mais il y a 3 fenêtres plus une porte-fenêtre d'accès extérieur. J'ai fait un petit point là sur les dégradations du bâti existant. Pour moi, ils ont 2 causes. Il y a un défaut d'entretien des personnes précédentes. Il y a des tuiles qui n'ont pas été remplacées, évidemment, c'est des sources d'infiltration. Les ventilations ont été bouchées, ça ne fait pas respirer la maison dans les bonnes conditions. Les fuites de plomberie non réparées, donc il y a des endroits au niveau du sol qu'il faut réparer. Les revêtements de sol sont très dégradés, ils ne sont pas remplacés, ils sont polluants. Clairement, dans les années 80, la deuxième rénovation, il y a eu 2 rénovations, on mettait des revêtements pleins de composés organiques volatiles. Ça se sent partout dans les écoles que j'ai pu visiter, hein, ça prend la tête. Et puis il y a des lames de varnage manquantes dans les murs, donc aussi des sources d'infiltration. Et il y a aussi des dégradations qui sont liées aux rénovations même, des matériaux inadéquats placés au mauvais endroit. À la base, à l'origine, le lit de fondation a été fait sur des blocs en béton de mâche-fer qui sont désagrégés au fur et à mesure des années, donc les fondations sont à refaire. Mais ça, moi je voulais creuser pour avoir plus de hauteur, donc j'ai découvert ces fondations-là après, mais clairement ça a posé des désordres. Il y a eu des sols plastiques
qui ont été posés sur un plancher bois mal ventilé en sous-face. Donc évidemment, c'est l'entrée de tous les petits insectes parce que c'est pas ventilé, donc le bois il est attaqué par les petits insectes. Il y a des films plastiques sous toiture, vous l'avez vu sur la photo. C'est la pire chose qu'on peut faire à une toiture, à une charpente, d'avoir un film qui l'empêche de respirer. Pareil, c'est la porte d'entrée à tous les problèmes. Donc on avait des rénovations successives générant un inconfort général et une dégradation progressive du bâtiment. C'est une diapo qui est partiellement de moi, mais en fait qui présente la fédération des accompagnateurs et l'autoproduction à l'entrée dans le bâtiment. J'ai fait pour partie en fait, c'est des personnes qui s'organisent pour offrir à des professionnels comme moi et aux particuliers qui font appel à ces professionnels un cadre juridique, technique et assurantiel, ce qui pose de gros soucis, pour sécuriser les acteurs du bâtiment qui accompagnent les autoconstructeurs et les particuliers qui interviennent directement sur l'autorénovation de leur logement. C'est une pratique majoritaire, on voit tous les Leroy Merlin, tous les Monsieur Bricolage, etc. Il y a plein de monde qui vont dedans et qui interviennent sur leur bâti, sur l'entretien de leur bâti, et qui ne sont pas accompagnés par des professionnels parce qu'on a des difficultés à s'assurer quand on donne juste des conseils. Et c'est un vrai problème si on intervient une première fois sur un bâtiment et en maison paysanne sur le bâti ancien, et si on fait n'importe quoi, on sait très bien que le bâtiment se dégrade assez rapidement. Donc voilà, je voulais présenter ça. On a eu la chance, en intervenant sur la rénovation thermique du bâti, de bénéficier de beaucoup d'aides finalement. Une TVA à taux réduit, c'est la plus grosse aide. Ensuite, un prêt à taux zéro, des primes d'économie d'énergie qui sont quelque chose qu'on peut avoir auprès de grandes enseignes, et c'est un vrai casse-tête. Des crédits d'impôt pour la transition énergétique une fois qu'on a terminé. On a répondu aussi au concours régional Ma Maison Éco, la région centre, et donc on aura une prime assez importante. On aura aussi une aide régionale, on a eu une aide régionale pour un audit énergétique à la base qui nous a permis de jauger un petit peu les progrès thermiques qu'on allait faire en rénovant la maison. Donc c'est divisé par 10 pratiquement la consommation actuelle. Je relativise tout de suite ces chiffres, c'est-à-dire que la personne qui habitait là, évidemment, n'avait pas la même température de consigne que nous. Elle vivait dans un état de précarité et chauffait à peine. Elle mettait beaucoup de pulls probablement. Nous, on va chauffer à température normale, mais pas 200 mètres carrés, on va chauffer 87 mètres carrés. Pareil pour la performance. Là, je vous présente un petit peu le projet global, parce que c'est pas juste la rénovation de la maison, c'est comment est-ce qu'on habite sur cette parcelle. Donc, en 1, vous avez la maison. On va mettre des panneaux photovoltaïques, on a décidé de le faire. Pour l'instant, on n'a pas le budget, mais tout est prévu pour. Donc on a libéré le pan sud de toiture pour cette raison. On aimerait bien faire de l'autoconsommation. Ensuite, en 3, ici, c'est la phytoépuration, le filtre planté qu'on a installé, puisqu'il fallait refaire aussi l'assainissement. Qui va nourrir le potager, puisqu'en surverse de ce système, on nourrit la zone de potager par une zone d'infiltration. Ensuite, en 5, c'est un petit cabanon de jardin de 16 mètres carrés qu'on a monté tout de suite au début du chantier pour avoir un endroit propre pour mettre mes outils, etc. Et qui nous servira par la suite de chambre d'amis d'été très agréable. En 6 ici, c'est une cave. On a retiré la cave, entre guillemets, le sous-sol de la maison, et on voulait retrouver une cave. On va faire une cave en cul de loup pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est des caves qui sont aériennes. Comme on ne peut pas évacuer la terre qu'on a creusée, on va la mettre par-dessus cette cave. Je vous montrerai une diapo. Et enfin, l'organisation du terrain, les plantations, je vais l'organiser comme une forêt comestible, c'est-à-dire des plantations assez denses, sans trop d'intervention, et principalement favoriser du comestible pour manger en fait sur le terrain.
Le plan de la maison, vous retrouvez en gris la maison d'origine, et encore on a réduit parce que finalement on a retiré les doublages, mais avant d'acheter je ne connaissais pas vraiment la teneur des murs existants. Une grande pièce à vivre sur le niveau haut, cuisine, ici il y aura la petite partie salle à manger, salon, et puis j'aurai mon bureau parce que je vais profiter de ce cadre idyllique pour travailler et puis être dans la maison en même temps. La partie basse de la maison avec deux petites chambres, enfin trois petites chambres, pardon, une, deux, trois chambres, une petite salle d'eau et une salle de bain, les toilettes, et puis les trois piliers d'origine qu'on a conservés puisqu'ils tenaient tout le plancher. Et j'ai fait la distribution au plus simple autour du noyau central pour avoir un maximum de place pour les chambres. La coupe, voilà, on a décaissé en fait de 70 cm, j'ai des photos du chantier. L'ancienne maison, en fait, elle est ici, vous voyez cette faible épaisseur, le plancher existant, et puis les parpaings sur lesquels, les briques creuses sur lesquelles était posée la maison. Donc on avait 8 cm d'épaisseur sur le cabanon qu'on a retrouvé derrière le bardage et derrière les doublages. L'ancienne charpente est ici qu'on a conservée et en fait on a isolé par l'extérieur et isolé par l'extérieur en mur et en toiture. La partie en isolation thermique sur le soubassement, on ne l'a pas encore réalisée. Les façades, bon, les futurs, mais j'ai des photos donc on va regarder. C'est pas totalement terminé. Désamiantage avec des amis, un chantier participatif, équipement, tout acheté comme il faut, envoyé à la déchetterie métropolitaine. Le chantier participatif et convivial de dépose de beaucoup de matériaux après le désamiantage, hein, j'ai fait venir les gens après. Donc démolition des plafonds, on s'est retrouvé avec l'ossature de la maison préfabriquée, des panneaux assemblés, cloués entre eux. Une insufflation de ouate de cellulose par l'extérieur, puisqu'on a décidé de garder le cabanon apparent côté intérieur, vous allez le voir plus loin. Et la partie sympathique réalisée par des entreprises. Je précise que j'ai fait peut-être j'ai fait faire 80% des travaux et j'en ai réalisé les 15. Ça ne fait pas le compte. Donc on maintient l'ancienne maison provisoirement sur des étais, on passe la ferraille et puis on banche, on coule. On a fait par contre avec un ami le redressement de la charpente existante et puis le ceinturage, ce qui fait une mézzanine. Des couvertures, la découverture. La maison, quelques mois après, ça fait un peu peur. Donc on a retiré l'amiante, tous les scotch orange, c'est l'insufflation de la ouate de cellulose dans les caissons existants. L'avantage d'isoler par l'extérieur, c'est qu'on a un frein vapeur absolument continu sur toute la maison et qu'après on va recevoir l'isolation par-dessus. La nouvelle charpente en pousserand I, comme la maison de Pauline. En bas, je suis en dessous du niveau du sol, donc j'ai choisi de faire un drainage complet. À l'intérieur, je ne pouvais pas vraiment le faire à l'extérieur, donc c'est une sorte de vide technique entre un géotextile et un revêtement plastique qui guide l'eau vers un drain central au niveau de la maison et qui est évacué par la suite. Une chape à la chaux. L'isolation de la toiture en laine de bois. On a, voilà. Bon, après il y a une forte épaisseur en mur et en toiture. On retrouve la tripaille, le doublage. On voit donc ici en témoin l'ancien poteau et la hauteur qu'on a gagnée en dessous, qu'on retrouve ici sur la sortie extérieure d'une des chambres. Voilà aujourd'hui le poteau central avec la desserte différente. Et voilà l'étage, donc on a conservé tout le bâtiment d'origine préfabriqué, là, apparent, les chevrons apparents, et après j'ai fait rajouter un voligeage qui est lui apparent, tout ça, c'est
On a retrouvé même le parquet en dessous des revêtements très dégradés, des panneaux à glauques dont on a dû se séparer. Voilà des détails. Le petit poêle à bois qui suffit, j'ai eu du mal à trouver un poêle suffit, enfin il fait 5 kW pour la maison. L'ancien bâtiment et à gauche la partie qu'on a ajoutée, la maison d'extérieur aujourd'hui. La cave légumière, le principe c'est d'avoir la terre de l'excavation qu'on a mis en tas sur le terrain. On va couler une voûte par-dessus en béton et ensuite je vais extraire du dessous et remettre par-dessus, un peu comme les maisons de Hobbit, ce qu'on voit. Voilà le tas de terre. Finalement j'ai un petit peu modifié la vision que j'avais de ce coin-là. Il y aura effectivement cette partie cellier avec des légumes en lactofermentation. Je vais faire aussi un futur four à pain en terre-paille ici, et puis un petit poêle roquette pour l'expérimentation. Je fais de la céramique et je vais voir ce que ça donne. Là c'est la phytoépuration et filtre planté, ça peut intéresser certains. Donc 2 bacs dans lesquels toutes les eaux usées de la maison sont filtrées par des roseaux et ensuite en surverse, ça vient s'infiltrer sur le terrain. Là c'est l'habillage qu'on en a fait et puis les roseaux qui sont en train de pousser à travers. Le cabanon de jardin, la future petite chambre d'amis avec le rocking chair et puis je sais pas quoi. Entouré de plantes sauvages comestibles, donc là il y a de la berce, de pissenlit, du plantain, tout ça est comestible. On favorise juste ce qui existe et ce qui pousse sur le terrain. Et là, quand je parle de forêt comestible, ça vient des références de Martin Crawford et Robert Hart. Bon, vous pourrez trouver les infos, et ça c'est les buts de permaculture qu'on a commencé sur le terrain. J'ai rajouté juste une dernière diapo sur la préparation aux changements importants à venir. Pour moi, il est intéressant de se poser la question s'il est utile de construire ou non. Quand on est avec des clients, je sais que nos honoraires sont indexés au montant de travaux qu'on fait, donc c'est difficile de dire ça. Mais moi, je ne fonctionne pas trop comme ça, je fais des forfaits, et puis même si j'apporte des bonnes idées, c'est comme ça, c'est payant. Travailler et dialoguer avec l'existant pour ne pas prendre trop de terre sur ce qui existe déjà, on peut densifier. Travailler avec des matériaux de bonne qualité parce qu'il faut pouvoir les réemployer dans le futur. Penser à l'entretien futur des bâtiments, se préserver de la chaleur l'été, là je ne l'ai pas dit mais nous on a les chambres en bas. Accompagner les particuliers pour que la rénovation soit de qualité et durable, et puis autonomiser les modes de vie. On est face à un gros changement qui arrive, donc il va falloir se prendre en main un petit peu. Voilà, si j'ai fini par ma présentation. Présentation d'un biotope, en fait, c'est pas juste une maison, c'est un biotope.